Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, merci de nous retrouver une fois de plus sur le plateau d'Afrique Média. Nous sommes en direct de Yaoundé. C'est pour votre émission de débat de tous les week-ends qui revient sur les grands sujets qui ont donc marqué l'actualité au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. Nous sommes encore là cet après-midi pour parler d'un grand sujet. On aura un seul, mais avant que d'aller un peu plus loin, on va d'abord vous permettre de vous rafraîchir un peu la mémoire avec ce qui s'est passé au Cameroun, surtout dans les journaux, qui a été écrit dans les journaux de la semaine. Voici le premier stop de cette émission, c'est la revue que nous propose comme d'habitude Cédric Mbonomon. Suivez plutôt. Chers invités du débat de la presse, chers téléspectateurs, bonjour. Voici les visages dans le journal L'Anecdote des premiers auteurs présumés des crimes rituels qui ont entraîné la psychose ces dernières semaines dans la ville de Yaoundé. Le journal précise ici qu'ils ont été interpellés dans la nuit du 20 au 21 janvier dernier et sont désormais passés aux aveux. Il s'agit de 5 suspects, dont les 4 qui sont présentés ici sont constitués de Tedzop, 26 ans, alias l'exécuteur, Wofo, 31 ans, le transporteur, Nkemeta, 26 ans, connu comme étant le boucher, et enfin Ngengang, alias le bâcheur. L'anecdote souligne par ailleurs que l'un des commanditaires, un certain Yankam, a été localisé à Yelwa, dans la ville de Garoua. Et tandis qu'ici, le journal déplore de la part de la gendarmerie et de la police l'inertie qui a précédé l'ouverture de cette enquête, du côté de la garde présidentielle, le même journal L'Anecdote annonce que Paul Biya sanctionne la trahison et l'affairisme. L'hebdomadaire revient sur ce décret présidentiel survenu le vendredi 25 janvier dernier et portant nomination de certains responsables du ministère de la Défense en remplacement de ceux limogés par la même décision. Cameroun Tribune y apporte d'ailleurs des précisions dans son numéro du lundi 28 janvier 2013. Et parmi les promus présentés par le quotidien gouvernemental, le colonel Amougou Emmanuel prend les fonctions de général de brigade aérienne et chef d'état-major particulier du président de la République. Le chef de bataillon Bécor à Bondo, Raymond Jean-Charles, quant à lui, grimpe au rang de commandant de la garde présidentielle par intérim. Et pour ce qui est du colonel Melingi Nouma, c'est lui qui occupe désormais le poste de commandant du quartier général. Des nominations qui amènent Dépêche du Cameroun à se poser la question selon laquelle Paul Biya serait-il lâché par Mbungo et Bokam. L'hebdomadaire de Gilbert Avant note que le malaise est profond et se confirme chaque jour au sein des forces de défense et des réseaux de renseignement. Le journal parle d'ailleurs ici d'insurrection. Un point de vue que semble corroborer le journal Sans Détour, qui souligne que la principale leçon à tirer de ces réajustements du chef de l'État apparaît dans le limogeage du colonel Etundi Nsoé, ancien commandant de la garde présidentielle. Selon l'hebdomadaire de Nestor Diatou, le sort du commandant déchu était scellé depuis l'incident des coups de feu tirés au passage du cortège présidentiel sortant de la finale de la Coupe du Cameroun le 23 décembre 2012. Sans Détour relève également des mésententes entre Etundi Nsoé et le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense Edgar Alain Mbungo. Ce limogeage du commandant de la garde présidentielle en serait donc la conséquence. Et tandis que la situation des uns se dégrade et que celle des autres s'améliore, Michel Thiriya-Tangana reste dans une posture ancrée dans l'incertitude. Toutefois, l'hebdomadaire précise ici que tout repose du côté de Paris où le président Paul Biya est en visite de travail selon cette annonce faite par Cameroun Tribune, édition du 29 janvier 2013. Une visite engagée depuis le lundi 28 janvier 2013 et qui fait place à un tête-à-tête le mercredi 30e jour du même mois. Le rapport de cette entrevue présenté par le quotidien gouvernemental dans son numéro du lendemain fait dire à Cameroun Tribune que les relations France-Cameroun sont excellentes. Le journal revient d'ailleurs sur ce point de presse offert par le président de la République du Cameroun à la presse internationale à sa sortie de l'Élysée. Un échange au cours duquel Paul Biya déclare qu'il n'est pas au pouvoir par force, mais en tant qu'élu du peuple. Il précise ensuite que le Cameroun n'a pas de problème de droits de l'homme, il n'y a pas de torture, ni de disparition, pas de prisonniers politiques et les gens sont libres. Il ajoute d'ailleurs au sujet de Michel Thiriya-Tangana que la décision de la Cour suprême est attendue avant de voir ce qu'il y aura lieu de faire. Et pour ce qui est de l'homosexualité, le chef de l'État fait savoir qu'il y a discussion. Les esprits peuvent évoluer dans un sens ou dans un autre, mais actuellement c'est un délit. La libération récente des prisonniers condamnés pour homosexualité au Cameroun donne cependant, selon Paul Biya, des raisons de ne pas désespérer.
Que peut-on comprendre à travers toutes ces déclarations? Que dit la boule de cristal pour la suite de la coopération Cameroun-France? Le débat de la presse s'ouvre à nouveau comme un pèlerinage. Poursuivons ensemble ce voyage à la quête des réponses. Voilà, merci pour cette conclusion que nous propose donc Cédric Mbonomo à travers cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bienvenue donc une fois de plus à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Vous êtes sur la télévision panafricaine, nous sommes en direct de Yaoundé, c'est la capitale politique du Cameroun. Invité donc à cette édition du débat de la presse qui est dans de nouveaux habits, il faut le dire, pour ceux qui ont pu le remarquer. On a donc des grosses pointures de la presse camerounaise qui sont avec nous. Je vais commencer par vous les présenter. Je vais débuter par Saint-Éloi Bidoum. C'est un homme politique, mais c'est aussi un féru de la presse, puisqu'il est directeur de publication d'un journal qui s'appelle Cameroun Diaspora Express, Saint-Éloi. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'ainsi honneur que vous me faites en m'invitant sur votre prestigieux plateau qui prend du volume chaque jour. Merci donc d'être venu. Il faut dire que nous avons terminé une semaine au Cameroun, une semaine qui a été marquée par beaucoup de faits, et la revue de presse que venait de présenter Cédric Mbonomo nous a édifié là-dessus. Mais je voulais vous introduire avec le tribunal criminel spécial qui poursuit son bonhomme de chemin avec toutes ces affaires sur les détournements de fonds publics. Mais on a l'affaire qui concerne Yves Michel Foto qui a payé. Et donc les poursuites ont été arrêtées, mais son co-accusé, Tongo Nguene, lui, il a été condamné à 12 ans de prison avec beaucoup d'argent à payer. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je crois que le tribunal criminel spécial a encore fait parler de lui en condamnant M. Tongo Nguene hier. Mais il faudrait peut-être appeler les intellectuels à procéder à la pédagogie des enjeux de la création du tribunal criminel spécial. Le président de la République a écouté les récriminations des uns et des autres. D'abord, les magistrats. Les magistrats se sont plaints que les tribunaux étaient en danger. De deux, les poursuivis se sont plaints du manque de célérité dans le traitement des dossiers. De trois, les Camerounais se sont plaints de ce que les arrestations n'apportent rien. Il faudrait recouvrer leur argent. Quatre, certains détenus ont considéré l'opération Épervier comme étant une opération politique. Je crois que le président de la République, après avoir écouté tout ce monde, a cru qu'il était nécessaire de créer un tribunal criminel spécial. D'abord, qui a l'avantage de s'occuper de questions spéciales. C'est-à-dire que sur le plan de la célérité, il y a un délai pour résoudre un problème. Yves Michel Focho est le premier à s'être présenté dans ce tribunal en utilisant les possibilités qu'offre l'article 18 de ce tribunal, qui dit que une fois qu'on a payé le corps du délit, on doit, sur autorisation du ministre, pouvoir être libéré. Peut-être qu'il y a un problème qui se crée, de droit qui se crée, parce que le ministre de la Justice devient juge de l'opportunité des poursuites. Mais on a vu que le ministre de la Justice est rentré dans l'application de cette loi en arrêtant les poursuites contre Yves Michel Focho qui a payé le corps du délit dans une affaire qui le posait à l'autorité de l'aéronautique civile. Monsieur Tongo également avait des poursuites s'étaient arrêtées contre lui parce que Yves Michel Focho, en payant le corps du délit, avait payé le corps du délit pour les deux. Dans une autre affaire, monsieur Tongo se retrouve poursuivi et est condamné. Yves Michel Focho ayant donc payé le corps du délit dans l'affaire du Bibi Jet, on devrait normalement s'attendre à ce que les lois de la République soient appliquées et qu'il soit libéré, comme il le dit. Et je crois que tout est dans l'apaisement parce que le président l'a dit au perron de l'Élysée qu'il ça ne lui plaît pas de le voir si nombreux en prison. D'accord, voilà, merci. À côté de vous, donc, on a aussi un journaliste, il est journaliste producteur, Alain Amasoka. C'est un habitué de ce plateau du débat de la presse. Alain, bienvenue sur le plateau du débat de la presse. Merci Albert Patrick Eya, merci aux nombreux téléspectateurs de votre chaîne et de votre programme, comme l'a dit Saint-Éloi, qui prend du volume, et c'est bien. Alors, il faut dire que la revue de presse a évoqué également les crimes rituels qui n'ont pas peut-être dit leur dernier mot à Yaoundé. Est-ce que vous, par exemple, au niveau de votre quartier, vous percevez encore cette psychose qui a envahi les populations de la ville de Yaoundé? Oui, absolument. Écoutez, la situation des crimes rituels
suggère simplement une lecture qui est une lecture réelle actuellement dans la société camerounaise. C'est, comme vous l'avez souligné, le climat de psychose générale ou généralisée aujourd'hui qui gagne les esprits. C'est-à-dire que du fait de l'effet diffus que les médias ont contribué justement à inscrire dans l'esprit ou l'opinion aujourd'hui, il y a une situation, je veux dire, de précaution que chaque individu social, chaque acteur social essaye d'entreprendre. Je crois qu'il y a là, à mon avis, deux préoccupations ou deux interpellations. La première, c'est un besoin important, je veux dire, pour les pouvoirs publics de pouvoir renforcer la sécurisation des citoyens. Parce que là, il s'agit quand même d'atteinte à la vie humaine. Donc, la sécurisation des citoyens faisant partie des devoirs, je dis bien devoirs, des devoirs régaliens des pouvoirs publics et des droits inaliénables des populations. Je crois qu'il est impératif aujourd'hui. C'est peut-être en cela qu'il faut voir le sens à donner à la sortie quelque peu tambourinée des pouvoirs publics, peut-être dans la perspective double, une fois, d'informer, peut-être d'apaiser les opinions. Donc il y a un véritable souci d'amener l'opinion publique à se rassurer, n'est-ce pas, sur la préoccupation de la sécurisation. Il y a une autre préoccupation, c'est celle, je veux dire, simplement du délitement moral manifeste qui s'apparente, qui s'exprime au sein de notre tissu social. Et c'est regrettable. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut pousser la réflexion. Quelle est cette société-là aujourd'hui où, au XXIe siècle, on peut encore faire recours à ce type de pratiques complètement inhumaines? Est-ce qu'il y a un problème, je veux dire, psychiatrique chez certains individus, ou simplement, est-ce que, comme le laissent entendre certaines langues, fondées ou non, que cette pratique s'apparente quelque peu à quelques intérêts ésotériques ou des intérêts à caractère financier ou politique? Et à partir de ce moment-là, je crois qu'il faut questionner fondamentalement tout le système social qui est le nôtre pour qu'on puisse savoir véritablement quel est le repère moral ou la grille, ou le registre des repères moraux sur laquelle il faut reposer maintenant les fondements de notre socialisation. Voilà, merci donc à vous pour cette analyse sur les crimes rituels. Troisième invité sur le débat de la presse, Jean de Dieu Aïssi. Il est chef de chaîne, il est journaliste. Il nous fait l'honneur d'être encore avec nous. Jean de Dieu, une fois de plus, bienvenue sur le plateau du débat de la presse. Albert Patrick Keya, c'est moi qui devrais exprimer mes sincères gratitudes chaque fois que vous m'invitez dans cet océan de bonheur et d'honneur. Alors, votre permission, je voudrais saluer vos téléspectateurs et avec l'espoir qu'on va leur donner satisfaction pour quelques grains de sable pour cet édifice. Alors, hier, en suivant l'actualité, on nous a signalé dans la capitale économique Douala cette échauffourée, une altercation entre les militaires et les policiers qui a dû amener le gouverneur de cette région, M. Joseph Betty Assomon, à réunir les hauts responsables de ces différents corps. Il leur a dit qu'il fallait qu'ils reprennent leurs troupes en main. Mais je voulais surtout vous introduire avec un autre fait qui, cette fois-là, s'est produit dans la ville de Yaoundé. C'était en fin de semaine dernière où un officier de gendarmerie qui était en service au cabinet du ministre de la Défense a violenté un responsable d'un établissement de la place, et le ministre en charge de la Défense n'est pas allé par quatre chemins. Il a infligé, n'est-ce pas, des sanctions sévères à l'endroit de cet officier. Je crois qu'il a d'ailleurs été démis de ses fonctions au cabinet et renvoyé à la gendarmerie nationale. Alors, vous vouliez peut-être nous dire quelque chose là-dessus? Je crois que c'est regrettable que dans le corps d'élite, nous nous retrouvions toujours avec des scandales. Rappelez-vous qu'on avait le regret de constater que la mallette du chef de l'État avait été détournée par des termes propres. C'était à l'hôtel intercontinental de Genève par un militaire. Rappelez-vous également qu'il y a moins de 4 semaines, c'est un officier qui voulait tirer sur des élèves au lycée des Mana. Et lorsqu'on arrive, qu'on vous raconte ce jour que monsieur le capitaine Meka est allé molester de manière immorale, je peux le dire,
l'intendant du collège de la retraite, c'est regrettable. Regrettable, et on commencera à féliciter des personnes. On peut féliciter par exemple l'administration du collège de la retraite qui n'a pas libéré les élèves qui pouvaient également le molester de manière très indigne. Et là, on est resté dans la quiétude de l'éducation. Certaines personnes auraient raison de féliciter le ministre de la Défense, Alain Bengo, qui a pris des mesures, mais qui a malheureusement entrepris une campagne théâtrale, médiatique, qui ne protégerait pas celui et qui est mis en cause aujourd'hui, cet officier, ce jeune officier qu'il faut protéger, qui ne protégera pas son enfant, qui malheureusement n'a pas pu payer 45 000 francs CFA, et que cet enfant se trouve être donc, elle sera, c'est une petite fille, elle sera dédaignée et par ses camarades, parce qu'elle est au centre des médias, au centre de la médiatisation, et des enseignants qui entreront par là. Certains auront l'indélicatesse de lui rappeler qu'en vous donnant 2 ou 3, on risque également d'être fouetté par votre père de capitaine. Et voilà toute une histoire. Et voilà, ça ne m'empêche pas de dire également, parce qu'on peut aller dans tous les sens, mais notez également que M. Alain Massoka vous parlait du délitement moral, qui est général, parce que quand vous allez réinterroger le corps des hommes qu'on appelle les hommes de Dieu, il y a de l'immoralité, il y a des choses qui sont inadmissibles, de telle manière que réinterroger quel a été le rapport entre cet intendant de prêtre et ce capitaine parent qui se trouve donc en situation de bagarre. C'est en cela, lorsque je revendique, il n'y a pas un pays au monde qui s'est construit sans code éthique, sans code idéologique, sans code métaphysique. C'est en cela que je réinterroge davantage l'article 18 du tribunal criminel spécial que nous sommes aujourd'hui en train de vanter. C'est un tribunal qui posera beaucoup de problèmes parce que le politique choisira d'après son amabilité, sa bonacité, choisira la tête de Saint-Éloi Bidou qui aurait volé un peu plus de 50 millions et va le blanchir parce qu'il y a le verbe pouvoir qui est conjugué au présent de l'indicatif. Voyez-vous, dans l'article 18 de la loi du tribunal criminel spécial me pose un problème fondamental. Celui-ci, on nous a appris que tu ne voleras point. Aujourd'hui, on nous dit que, on nous informe que nous devons désormais enseigner nos enfants que ne volez pas, non ce n'est plus ça, volez, mais volez plus de 50 millions. Lorsque vous aurez volé plus de 50 millions, vous allez bénéficier d'une justice qui vous jugera en toute célérité. Et en dehors de cette célérité, pendant que si vous avez volé une sardine, vous pourrez mourir en prison parce que vous ne serez pas jugé tout de suite. Et la dernière forme d'avatar de cette loi, c'est que c'est une loi qui libérera Barabbas pour, n'est-ce pas, crucifier Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me suis retrouvé avec des gens qui vous disent que Michel Fotio commence à rembourser. Donc son remboursement va apporter de l'eau potable à Yaoundé. Que son remboursement, c'est désormais l'humanisme. Il faut dénoncer cela. Je pense qu'il faut dire aux Camerounais et au monde entier que l'article 184 du Code pénal avait déjà un esprit de construction en ce qui concerne les détournements des deniers publics. Donc, en un mot comme en mille, j'ai le regret que le tribunal criminel spécial ait la puissance de juger très rapidement les criminels économiques de notre pays et que ceux-ci peuvent être blanchis pourvu qu'ils libèrent, qu'ils remboursent le corps du délit sans pouvoir rembourser les intérêts. Et cela nous pose un problème éthique et il faut vraiment qu'on insiste dessus. Si on va aboutir au consensus politique, au consensus général, qu'on arrive à libérer tous les criminels économiques et qu'on s'en tienne à cela. Parce que si vous donnez tout le pouvoir au ministre de la Justice, garde des Sceaux, lui qui aura la bonacité ou l'amabilité de juger que cette tête me plaît, alors comme elle a remboursé 50 millions, on la libère et que celle-là ne nous plaît pas parce que également cette aide-là risquerait de tirer les ficelles dans l'ombre. Voyez-vous, ça nous pose un problème. Donc un problème de moralité, un problème éthique, que ce soit au collège de la retraite où un officier supérieur va fouetter un intendant.
que ce soit dans la gestion de ce que notre élite s'est lamentablement aliénée, parce qu'elle est sous l'idolâtrie de l'argent et sous l'impérialisme spirituel. Alors, j'ai vu Saint-Éloi vouloir rebondir en quelques mots. Le temps pour nous d'introduire aussi notre invité qui est déjà là. Alors, vous voulez réagir? Je voulais réagir sur le premier sujet qui a été abordé par Jean de Dieu ici. Le cas du capitaine. L'armée s'appelle la Grande Muette. Et vous avez pu constater que l'armée est devenue très bruyante, tonitruante même à la limite, parce que tout se sait et tout se dit. Je crois qu'on aurait bien pu se passer du spectacle de désolation auquel le ministre de la Défense s'est livré de manière publique. On ne jette pas l'honneur d'un homme au chien. Les problèmes de l'armée se règlent à l'intérieur de l'armée. Et puis... il y a un tribunal militaire. Il y a un tribunal militaire. On n'avait pas besoin... Je ne sais pas si vous avez vu l'image, il était bien installé sur un fauteuil du cartel avec des galons d'officiers sur la table. J'ai dit non, on ne peut pas jeter l'honneur de nos chien. À Guantanamo, on ne nous a jamais dit comment s'appellent ceux qui ont... Donc, vous estimez que cette affaire a été mal gérée par le ministre? Elle a été très mal gérée. Mais j'ai dit que le capitaine, il doit être puni. Il doit être puni. Mais venir... c'est la manière qui vous pose le problème. Mentaliser... encore, non, c'est pas bien. Alors, juste un mot d'Alain Amasoka sur la question. Écoutez, je suis très sensible à cet aspect de la polémique, celui qui concerne l'analyse au niveau de ces stratégies de communication, parce que je suis un homme de communication, pour bien expliquer en termes d'analyse qu'il y a peut-être une dimension pédagogique qui a voulu être amenée à travers cette apparition. Je n'ai pas regardé avec précision cette opération, mais en quoi les témoignages qui sont faits sur le plateau, moi j'y vois davantage une action de communication dans l'axe pédagogique. Parce que c'est bien que vous le soulignez aussi, Saint-Éloi, lorsque vous faites remarquer que la Grande Muette qui est l'armée est devenue tonitruante, bruyante, je suis d'accord avec vous. Et c'est précisément pourquoi il y a peut-être un besoin de pouvoir créer un électrochoc au niveau de l'opinion. Cette apparition médiatique, ce n'est pas tant, je veux dire, pour celui que je considère comme le sacrifié, à part le sacrifié ou, je sais pas moi, l'indélicat, qui lui a posé un forfait qui doit être condamné, c'est à l'adresse des autres potentiels indélicats pourraient s'aventurer. Donc il y a une dimension pédagogique ici qui est vous pouvez comprendre un peu la réaction du ministre de la Défense, Edgar Alain Bengo. On profite d'ailleurs pour saluer le nouveau commandant par intérim de la garde présidentielle qui lui aussi vient juste de prendre le commandement à la tête de cette force d'élite au Cameroun. Il s'appelle donc Thomas Jean-Charles Beko à Bondo. Voilà. Alors, le temps pour nous d'introduire notre quatrième invité, qui n'est autre que le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamdi. C'est un homme politique, c'est une majesté qu'on respecte beaucoup. C'est un politologue, enseignant à l'IRIC également. Alors, professeur, bienvenue sur le plateau du débat à la presse. Bienvenue et merci pour cette invitation. Et c'est avec ces sujets intéressants où, effectivement... d'entrée de jeu, avec votre permission, je pense... Oui, allez-y. Vous parlez de la Grande Muette. Vous savez, on nous regrette dans le monde. Il faut éduquer aussi certaines personnes. Moi, je crois que le Cameroun a pris, du moins certains Camerounais, pensent que l'impunité n'est réservée qu'à d'autres corps ou à d'autres personnes. Ce n'est pas parce que vous êtes professeur d'université que vous allez, par exemple, violer ou harceler une étudiante, que vous ne méritez pas le blâme devant ces étudiants que vous harcelez. Moi, je pense que là, il faut parfois, pour faire l'omelette, casser les œufs. On peut, ça c'est un avis, pour preuve avec mon camarade Bidon, nous sommes très partagés dans ces... Moi, je salue vraiment l'attitude du ministre de la Défense, Edgar Alain Bengo. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, cette armée, il y a un soldat de la garde présidentielle qui, quelques minutes avant l'arrivée du cortège du président de la République, a dégainé l'arme. Et vous savez tout ce qui s'est dit dessus. Vous comprenez aussi le contexte et dans quel état se trouve actuellement le ministre de la Défense. Il a la pression. Et vous avez vu que, d'ailleurs, avec tous ces mouvements et les passations de services qui se sont tenus à certains services, par endroits, il était stratégiquement absent. Et là, encore que, parce que vous portez... un galon de capitaine, vous savez, l'armée, ils ont une devise, c'est l'honneur et la fidélité. Quand même un capitaine perd comme ça son honneur, se retrouve dans un collège, bastonne un citoyen,
Mais vous savez, dans certains pays comme les États-Unis, quand vous volez ou vous posez un acte comme celui-là, on vous met sur la place publique avec une pancarte, j'ai volé. Je pense que l'état dans lequel est le Cameroun actuellement, où le désordre et le dérèglement a envahi la plupart des services, il faut avoir ce ton. Moi, je suis un homme politique. Je suis pour la fermeté dans les décisions. Et à la place du ministre de la Défense, j'aurais fait pareil pour que les autres ne recommencent pas. Pour servir de leçon pour la suite. Voilà, c'était pas un thème inscrit au tableau du débat de cette édition du débat de la presse. Nous allons donc parler de la récente visite du chef de l'État. Je crois d'ailleurs qu'elle doit s'achever aujourd'hui puisque nous sommes le 2 février 2013. Paul Biya qui est donc allé à Paris depuis le 28 janvier et avec toute l'activité politico-diplomatique qui s'est déroulée du côté donc de l'Hexagone. On va revenir sur ce plateau, question de faire une relecture, une sorte de décryptage de cette visite que l'on a dit à vocation économique, mais au cours de laquelle beaucoup d'autres sujets ont été abordés entre François Hollande, le chef de l'État français, et Paul Biya, le chef de l'État camerounais. C'est pour ça qu'on a fait venir sur ce plateau des experts en la matière. Vous comprendrez pourquoi. Donc on va analyser cette visite du chef de l'État au plan diplomatique, au plan politique et au plan économique. On va à chaque fois faire un tour du table. Le temps pour moi de vous rappeler, vous qui êtes à la maison, que vous êtes aussi appelés à contribuer à cette émission à travers les numéros de téléphone qui s'afficheront bientôt sur votre petit écran. Ne manquez pas de signer votre message du lieu et de votre identité. Cela nous permet tout simplement d'avoir un débat constructif. Cela étant donc dit, on revient sur le sujet qui nous réunit cet après-midi sur Afrique Média, à savoir Paul Biya en France. Est-ce qu'au plan diplomatique, on peut se féliciter de ce qui s'est passé? On a entendu ça et là des gens dire que le président camerounais a été reçu au niveau de l'aéroport par l'ambassadeur de France au Cameroun. Et pour certains, on a pensé que cela était dégradant, si je peux m'exprimer ici. Alors, qu'en pensent nos invités? La parole, je vais d'abord la passer à Saint-Éloi pour nous dire d'abord au niveau de la forme, Paul Biya qui arrive en France et qui se fait recevoir par celui-là même qui était venu lui indiquer qu'il était invité à aller rencontrer le chef d'État français. Vous pensez que ceux qui pensent que c'est dégradant ont raison ou ils ont tort? Du tout, du tout. Je voudrais conclure à la place de Messara et Amdi sur son propos. Avant de combattre le vice, il faut enseigner la vertu. Les Camerounais se sont plaints de ce que le président de la République a été reçu à sa descente d'avion par l'ambassadeur de France et ils trouvent ça déshonorant. J'ai dit non. La diplomatie est un corps qui a des grades. Et on reconnaît, les diplomates, je parle sous le contrôle de l'enseignant à lyrique, quand on est ministre plénipotentiaire, on n'est pas un premier venu dans la diplomatie. Ça signifie qu'on a fait ses bancs. Si on était dans l'armée, on porterait le grade de général. Alors, le ministre des Affaires étrangères de la France, qui était censé recevoir le président, a été appelé subitement pour une affaire qui concernait le Mali à Addis Abeba. Alors, je crois qu'il appartient au président de la République française de choisir qui il désigne. Le président de la République de France n'a pas l'habitude d'aller accueillir les autres à l'aéroport. Peut-être sauf quand il s'agit du président des États-Unis, quand il s'agit du pape, quand il s'agit de Poutine. C'est en ce moment qu'on a vu les présidents se déplacer. Donc ça dépend de la grandeur. Et généralement, par le passé, Messana Yamdi et moi, nous étions encore étudiants en France. Je crois que c'est le directeur du Quai d'Orsay qui allait souvent, le directeur du cabinet du Quai d'Orsay qui allait souvent accueillir des présidents. Et une fois, ce fut un préfet, le préfet de la ville de Paris. Donc, vous voyez, j'ai dit que Bruno Gueye, l'ambassadeur de France au Cameroun, c'est le représentant personnel du chef de l'État. Et la visite pour laquelle le président de la République est allé en France, n'oubliez jamais, ce n'était pas une visite d'État, ce n'était pas une visite officielle, c'était une visite de travail. Et qui mieux que Bruno Gueye savait de quoi il sera question, puisque c'est lui qui est venu inviter le président ici pour qu'il soit reçu par son président et qui sait quel est le travail qui avait été fait. J'ai dit que c'est un faux débat. J'ai dit que le président a été honoré d'être accueilli par quelqu'un qui était au centre de tout le dispositif
l'organisation de sa visite. Alors, vous partagez ce point de vue. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. C'est tout à fait dans les us diplomatiques que le chef de l'État ait été reçu par l'ambassadeur. Oui, ben, je vais porter ma toge d'écolier du professeur Msanga, qui garde le contrôle en tant que maître dans cette école de diplomatie. Et je vais jouer la même balle que M. Saint-Éloi Abidou, en affirmant qu'il n'y a pas humiliation, il n'y a pas incident diplomatique. Vous allez lire tous les instruments de droit public international et de diplomatie. Il n'y a pas incident diplomatique. Tout de même, il faut souligner qu'il y a communication non verbale, qui est une communication artefactuelle, qui nous permet de relire le contexte et de noter que ceux qui estiment que le chef de l'État n'a pas été reçu comme il mériterait d'être reçu n'ont pas totalement tort. Je vais souligner qu'il y a deux catégories de visites. Il y a la visite privée, qui est officieuse, il y a la visite officielle. Et ça, c'était une visite officielle. Dans la visite officielle, il y a deux classes de visites. C'est-à-dire, il y a la classe de visite d'État qui permet que deux hommes d'État, deux prééminences diplomatiques soient face à face pour discuter d'un point. Et il y a la deuxième classe qui est la classe d'affaires et de travail. Mais elle reste aussi officielle. Là où il y a communication non verbale, là il faut aller faire des interprétations et lire le geste. Parce que voyez-vous, en diplomatie, quand je vous salue, la durée de notre salut, de notre poignée de main, permet qu'on fasse des lectures cohérentes. Et lorsque le chef de l'État, oui, il est reçu par un chef d'une mission diplomatique, c'est vrai qu'il se trouve être Bruno Guin, qui est ambassadeur à Yaoundé, ça ne donne pas satisfaction à certains analystes qui estiment que la prééminence diplomatique du Cameroun mérite d'être accueillie par la prééminence diplomatique de France. Et ils n'ont pas totalement tort, ils n'ont pas totalement raison, parce que ils n'ont pas raison de ce côté. Que représente le Cameroun dans la société internationale? Parce que va-t-on dérouler le même tablier, le même, vous appelez, le même tapis au président américain, au président chinois en France? Ce n'est pas possible. Parce que le chef de l'État camerounais, il faut reconnaître cela, il va en qualité de demandeur. Et j'aime le dire, j'ajoute le mien, quand il s'y rend, il est le président d'un pays qui n'a jamais inventé quoi que ce soit en termes de technologie. Il est le président d'un pays laissant une élite de 25 ans de prison parce que c'est une élite suffisamment aliénée. Donc voilà ce qu'il représente en fait. Donc, et au-delà, oui, diminuer. Mais nous allons en qualité de demandeurs, nous allons en qualité, je ne voudrais pas exagérer, sinon j'allais dire, nous allons en qualité avec notre statut, ils nous considèrent comme cela, que nous sommes encore l'élève, pour ne pas dire esclave, face au grand maître qui vous reçoit. Voyez-vous, donc il y a un complexe en international. Les rapports en international s'apprécient par rapport à votre épaisseur, ce que vous apportez dans la communauté, dans la société internationale. Donc, mais évidemment, nous avons besoin de revendiquer que notre chef de l'État soit reçu avec dignité, parce que les instruments de la gouvernance internationale utilisés par les Occidentaux, bientôt on vous dira que le contexte, je vous fais quelques éléments du contexte, on vous dira que Yaoundé a encore donné le marché de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala aux Chinois. Yaoundé a encore donné ceci. Et ça fait que dans ce contexte de mutations internationales très prononcées, dans ce contexte où les autres puissances, les pays émergents viennent déstructurer, viennent déstabiliser ce que vous appeliez jadis le précaré français. Écoutez, Hollande, n'importe quel président français, au moment où nous parlons, va recevoir avec timidité, va manifester son mécontentement lorsque le président camerounais arrive à Paris. Alors, Alain, là c'est un autre point de vue, hein, de celui que soulève Jean de Dieu. Ici, d'aucuns ont également lu
après le tête-à-tête, le fait que l'accueil même au niveau de l'Élysée, surtout le départ, là encore, on a trouvé matière à redire que ça n'a pas été chaleureux et que, aux dernières nouvelles, un débat serait né en France aujourd'hui parce que même certains dignitaires français pensent en fait que Paul Biya n'a pas été reçu avec tous les honneurs dus à son rang. Oui, absolument. Et vraiment, je ne veux pas qu'on réinvente le sexe des anges ici. Je crois qu'il y a des choses, des faits qui sautent à l'œil. Et du point de vue justement de l'analyse, parce que moi je refuse d'avoir un discours partisan. Je fais l'effort d'avoir un discours, une opinion intellectuelle, un discours qui emprunte à la science pour bien expliquer, essayer de comprendre en fait ce qui se passe. Je corrobore totalement le propos de Jean de Dieu ici. Du point de vue même de la sémiotique, je crois qu'il n'a peut-être pas enfoncé le doigt à ce niveau-là. Il s'agit bien effectivement à ce niveau-là, du point de vue de la sémiotique, d'un ensemble d'éléments qui en fait sont des faisceaux qui peuvent aider à une analyse, on va dire, assez objective. Il est clair que dans cette visite de notre président de la République, il y a eu quelques, on va dire quoi, il y a eu quelques éléments de frustration qui peuvent effectivement nourrir une frustration au sein de l'opinion. Mais là, c'est toujours surtout les profanes qui ne comprennent pas. C'est pour ça que nous sommes là pour le leur expliquer. Alors, pour le leur expliquer, on a besoin d'un faisceau d'éléments. Et je crois que nous les avons, ce faisceau d'éléments. Je suis d'accord avec, je ne suis pas internationaliste, mais mes éléments de culture en tant que journaliste me permettent quand même d'avoir cette assise intellectuelle. Effectivement, en matière de relations internationales ou de diplomatie, il y a des éléments qui structurent, n'est-ce pas, les relations entre deux partenaires, notamment ceux des pays. Ces éléments, c'est par exemple la notion des rapports, les rapports de force. Effectivement, ici, du point de vue des rapports de force, on peut évoquer que nous avons une position de demandeur, comme il le disait tout à l'heure Jean de Dieu. D'ailleurs, ce qui justifie l'orientation officielle de cette visite. On parle de visite de travail axée sur les questions économiques. Donc, nous y allons. Mais il ne faut pas oublier également que cela intervient dans un contexte d'actualité factuelle que nous savons. C'est-à-dire que le Cameroun aujourd'hui s'inscrit du point de vue diplomatique dans une offensive diplomatique qui diversifie sa coopération. Évidemment, ça vient briser les relents de conservateurs, les relents paternalistes d'un précaré qui a duré longtemps, qui a conforté ceux qui en avaient profit à un moment et aujourd'hui, du fait que cette donne-là est en train de se modifier, que cela crée des mécontentements. Je suis totalement d'accord avec vous. Je veux dire que des éléments tels que l'accueil opérant, moi je l'ai perçu, que je vous l'indique de façon journalistique simple. Le président de la République arrive au perron de l'Élysée. François Hollande, qu'on n'aperçoit pas très bien sur le champ de la caméra, sort progressivement. Le président arrive, heureusement, il prend la peine de ne pas heurter les escaliers. Il y monte progressivement. Il s'avance vers le président Hollande. Il a à peine le temps de réajuster son manteau, que Hollande lui a tendu la main. Il est embarrassé entre réajuster rapidement son manteau et lui tendre la main. Il est obligé. Et souligner donc avec force la distance. Absolument. Le salut avec espace distant. Exact. Okay. Je veux dire que les éléments factuels sont, on va dire, ils sont inévitables. Ils sont là et les sémiologues peuvent pouvoir procéder à l'analyse et au décryptage. Il le salue et j'ai même le sentiment que la poignée de main est très brève et l'introduction dans la salle est également expéditive, de sorte que j'ai le sentiment que la solennité, n'est-ce pas, de cet instant n'est pas suffisamment vécue. Notre président est obligé de s'arrimer. C'est un peu comme s'il y avait un empressement dans le geste, dans l'attitude. Je veux dire qu'à partir de ce moment-là, quand vous percevez, je veux dire, ces différents faits, moi je parle en tant que journaliste, c'est factuel. Vous pouvez précisément avoir quelques préoccupations. Et ce sont des éléments, à mon sens, qui montrent que les rapports de force entre nos deux pays, aujourd'hui, sont quelque peu au désavantage de notre pays. J'ai envie de dire d'ailleurs que sur le contexte de la, comment je veux dire ça, de l'environnement et de la temporalité, ce n'est pas la première visite. À chaque visite, il y a une invitation, n'est-ce pas, quand il s'agit de questions économiques, aux investisseurs français qui doivent arriver au Cameroun. Et à chaque visite, on a le sentiment qu'on refait le même remake. Qu'est-ce à dire? Est-ce que ça veut dire que c'est... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, encore une fois, sur France 24, en ce moment, il y a une publicité, n'est-ce pas, qui invite à l'investissement au Cameroun. On a bien écrit, je crois, investir au Cameroun, un bon risque pour l'avenir, quelque chose comme ça, que j'ai cru apercevoir ces derniers jours. Si on peut apprécier un travail quelque peu intéressant du point de vue technique
de la direction du cabinet, la direction du cabinet civil qui loge la structure de communication du président de la République du point de vue de ses missions statutaires. En même temps, on peut comprendre que c'est une opération qui se déroule dans des conditions très laborieuses, à mon avis. Alors, professeur, maintenant, on voudrait également suivre votre grille de lecture. Hein. Oui. Vous êtes politologue, vous êtes surtout biaïste. Quand vous entendez tout ce qui est dit, parce que je l'ai mentionné tantôt en tant que biaïste, quand vous entendez tout ceci, et avec les habitudes diplomatiques, est-ce que vous pouvez corroborer ce qui est dit, notamment avec cette distance, avec cette froideur-là qui aurait marqué cet accueil, ces aspects-là? Est-ce que vous êtes de cet avis, ou alors vous avez une autre lecture de la chose, et dans ce cas vous rejoignez peut-être Saint-Éloi? Oui, je voudrais rester, avec votre permission, dans la posture d'analyste. Oui. Au-delà de mon engagement auprès du président de la République, qui est connu, politique, et faire observer que nous sommes dans le domaine des relations internationales. Et sur ce point, ce sont les intérêts aujourd'hui qui sont toujours mis en avant en matière de relations internationales. Vous savez, dans 4 ans, la France et le Cameroun vont célébrer le 50aire de relations entre la France et le Cameroun, qui est arrivé en 1916 chez nous, sous mandat, certains parlent de la tutelle. Alors je vous ferai remarquer une seule chose sur le plan technique. Ces relations, de 1916 à nos jours, tournent autour d'un triptyque. Permanence, innovation et parfois évolution et rupture. Alors vous voyez, la permanence, ce sont les intérêts. L'innovation, ce sont les hommes politiques et les tendances qui arrivent, ou la gauche ou la droite. Bon, maintenant, les ruptures, c'est le contexte international. Première observation. Deuxième observation, au regard de cette visite, le président Paul Biya, vous verrez que depuis bientôt 5 ans, n'a pas été reçu dans les grandes capitales, Bonn, Paris, Washington, et je dirais Londres. Bien, cela doit pouvoir aussi s'expliquer. Vous savez, lorsque vous formez des étudiants en diplomatie, vous leur parlez souvent de la politique, nous leur parlons de la politique, de linkage politique. C'est-à-dire que la politique interne conditionne votre crédibilité au niveau international. Et ne le nions pas. Le président Paul Biya, lors de cette rencontre, avait sur la table 3 dossiers importants. La durabilité au pouvoir, est-ce une bonne image? Non. Mais alors, il faut que nous, Camerounais, puissions expliquer aux gens que le président Paul Biya est un homme exceptionnel, qui est arrivé au pouvoir d'une façon exceptionnelle, et que personne en dehors de lui ne fera 30 ans au pouvoir. Ça, c'est une réalité. Bon, le deuxième point, qui est important aussi à souligner, c'est l'affaire Michel Thierry Atana, et un autre point saillant qui fut la question de l'homosexualité. Et là, vous voyez que, sur ces 2 points bien précis, le président de la République, lors de cette visite que certains qualifient de travail, moi je dis qu'à dimension aussi politique, n'était pas sur un terrain favorable. Il n'était pas du tout sur un terrain favorable. Le président Hollande ne l'a pas reçu pour ses beaux yeux. Il n'est pas allé là-bas pour les beaux yeux du président Hollande. Il faut reconnaître que ce soit la droite ou la gauche, et là je partage tout à fait le point de vue aussi. En fait, nous sommes tous d'accord là-dessus, et particulièrement Bidoum, parce qu'on a eu une expérience dans ce pays, c'est les intérêts qui priment. Ce sont les intérêts. Bon, et par contre, un dernier point que je voulais quand même souligner lors de cette visite. Bon, moi je crois que il est important de nous poser la question à qui profite ce voyage. Parce qu'en réalité, je vois le président de la République se battre pour que les investisseurs viennent ici, mais je voudrais vous faire remarquer quelque chose sur le plan technique. Il s'agit bel et bien d'une visite de travail. Mais alors, on a vu ces mêmes Français accorder plus d'importance à certains chefs d'État. De mémoire, parce que au-delà de l'actualité camerounaise, j'ai souvent l'opportunité d'analyser les situations internationales, je dis bien au pluriel, et j'ai constaté que le président Lula était lui aussi en France en visite de travail. Le président de la République s'était déplacé. Et d'ailleurs, la dernière visite de travail entre le président Paul Biya, parce qu'il faut décrypter cela face à tous ces mauvais conseillers et des opportunistes, du moins quelques opportunistes qui n'ont plus rien à faire à côté du président, qui veulent donner une interprétation à cette affaire.
Mais il faut que nous ayons le courage, d'ailleurs, je ne sais pas, moi je m'amuse à aller honnête, allez lire l'article de Pascal Boniface. Allez honnête, ceux qui nous écoutent, vous allez voir qu'il estime effectivement que la France aurait pu accorder plus d'honneur et plus de dimension au président. Et vous verrez que cette situation, qui pour moi est exécrable, traduit beaucoup de choses. Ça veut dire que le président Hollande semble avoir il se comporte comme s'il avait été contraint de recevoir le président de la République. Allez, oui encore, parce que n'oubliez pas que le projet du président aujourd'hui, c'est le DSE, le document stratégique pour la croissance et l'emploi. Et la France ayant des problèmes de croissance et d'emploi, eh bien le président Hollande a estimé qu'effectivement, il fallait qu'il défende d'abord les intérêts de la France. Or, quand vous regardez très bien ce jour, le journal Le Monde a publié la lettre de notre camarade Marafa, au moment où le président était en visite. Et le journal Le Monde, vous savez, là-bas, ils n'ont pas un quotidien officiel, là, sous le contrôle de ceux qui nous écoutent, et même de Bidon et les autres. C'est le journal Le Monde qui fait office aujourd'hui, même si vous payez le journal plus ou moins officiel d'État là-bas. Or, vous comprenez donc que cette visite relève beaucoup de complexité. Et moi, en tant qu'analyste, s'il faut tirer une leçon, je crois qu'il faut plutôt expliquer pourquoi cette hostilité, au lieu de tergiverser et de donner l'impression que le président Biya a été mal reçu. L'homme Biya, et je voudrais vraiment chuter dessus avec votre permission, a une autre politique de rupture vis-à-vis de l'Occident. Le président Paul Biya n'est pas bien vu au regard de la politique d'ouverture qu'il mène aujourd'hui. Vous savez, moi, quand je suis dans les amphis, depuis hier 2-3 jours, j'ai été chez vos confrères, j'ai reconnu que l'accueil n'était pas aussi chaleureux. On a bien vu les visites de travail. Il faut vraiment, vous savez, on dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. On a bien vu comment M. Ouattara a été reçu. On a bien vu comment le président de Guinée, Alpha Omar Konaré, a été reçu. On a bien vu combien d'autres ont été reçus. Et on a bien constaté que, d'ailleurs, je corrige un peu ce que les journalistes disent souvent, j'ai lu dans la presse, tête à tête, il n'y a même pas eu, mais tête à tête au pluriel. Puisque lors de leur rencontre, moi j'analyse en tant que politologue, il y avait plusieurs têtes lors de cet échange. Donc ça veut dire tout simplement qu'il faut expliquer. Et moi, l'explication que je donne à mes compatriotes et aux Africains qui nous écoutent, c'est que le président Paul Biya est engagé vers une politique de rupture, une politique de pacte colonial. Les investissements sont de plus en plus viennent de Chine chez nous. Le président de la République s'est rendu au Brésil. Et ça nous rappelle exactement ce qui s'est passé à un moment donné avec le président Aïdjo, lorsqu'il s'est rendu en Chine, lorsqu'il s'est rendu en Union soviétique, lorsqu'il a quitté la multinationale Air Afrique. Eh bien, le président Paul Biya, à mon avis, est tout simplement victime d'une politique d'ouverture, d'une politique de rupture que nos amis français ne comprennent pas. Voilà où moi je situe sur ce premier point, cette visite, pour preuve. Ils ont même mis à côté du président de la République un groupe de pression, M. Marafa. Vous imaginez chez nous un compatriote qui est en prison et qui écrit une lettre qui est publiée au journal Le Monde. Au moment même où notre président. Voilà. Et alors, je chute sur un point. Oui. Je pense qu'il y a un traquenard organisé autour du président Biya, avec les ministres, certains ministres qui l'accompagnent, avec une bureaucratie pushiste qui est au palais, avec des complicités très fortes entretenues au sein du parti, au point où, en réalité, lorsque le président reviendra, qu'est-ce qui va réellement changer chez les Camerounais? Mais dites-moi, la bureaucratie là est toujours là, et le parti est bloqué, les gens n'ont pas de travail. Les gens n'ont pas... et moi, je voudrais nous montrer comment est-ce que le président soit vigilant, parce que moi, je vois plutôt cette visite profiter à certains bandits qui l'entourent dans mon parti, et mon frère et ami Bidon, et camarade, ne dira pas le contraire, qui continuent à distraire le monde, alors que quelque chose se prépare contre lui pour qu'il puisse le pouvoir. Voilà ma position. Merci. Il faut dénoncer ça, parce que prévenir vaut mieux que guérir. Alors, je pense que vous avez répondu à travers cette analyse à un téléspectateur qui vous demandait justement de faire une analyse scientifique, pas dans la langue de bois. J'espère que ce téléspectateur doit être satisfait. Alors, compte tenu du temps qui nous reste, on va très rapidement évoquer les thèmes, et on s'en tiendra à cette sortie médiatique du président de la République à l'issue donc de cet entretien, de ce tête-à-tête, comme
a bien voulu le dire le professeur. Alors, il y a des aspects qui ont été soulignés, et surtout la question de l'homosexualité qui préoccupait et qui continue d'ailleurs de préoccuper beaucoup les Camerounais. Et la réponse du chef de l'État aujourd'hui est sujette aussi à discussion dans la société. D'aucuns ont pensé que le chef d'État a été ferme en rappelant ce que dit le code pénal, mais qu'à la fin, il a laissé les gens un peu sur leur faim, en disant que l'espoir était permis. Est-ce que c'est pour dire qu'on a des raisons de craindre que l'homosexualité s'installe finalement officiellement chez nous dans un avenir pas très lointain? L'homosexualité ne fait pas partie de nos mœurs, même quand bien même on voudrait nous l'imposer. Je voudrais dire que la France est la première fille de l'Église catholique. Les problèmes d'homosexualité ne commencent pas à se poser aujourd'hui. Ils se posaient même du temps de De Gaulle. Jamais aucun président n'a pris sur lui de mettre en débat sur la place publique. Je voudrais dire que le président Hollande, s'il avait été un Bantou, il n'aurait pas pu être président de la France. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas marié, on ne parle pas des questions de mariage. Qu'est-ce qu'il en sait? À 58 ans, il n'est pas marié. Vous faites allusion au mariage pour... Oui, le mariage c'est de ça qu'il s'agit. Une fois donc qu'il aura permis la légalisation de l'homosexualité, quand les pédophiles sortiront pour dire que c'est là où ils prennent leur plaisir, ils voudraient que ce soit légalisé, qu'est-ce qu'on va faire? Quand les nécrophiles, c'est-à-dire ceux qui couchent avec les cadavres, vont sortir pour dire que nous aimons ce que nous faisons, nous demandons la légalisation, qu'est-ce qu'on va faire? Quand les atavistes vont sortir, ceux qui couchent entre la mère et le fils, vont sortir pour dire qu'ils aiment ça. Ou un frère qui dit qu'il veut épouser sa soeur, l'inceste, on va faire comment? Les zoophiles, quelqu'un va venir, il dit je vais épouser ma chienne, je voudrais qu'on légalise. Qu'est-ce que le monde va devenir? Je crois que, à mon avis, le président Biya a eu une réponse. Il était en France, le débat avait cours, on lui a posé la question, à question politique, réponse politique, mais au Cameroun, l'homosexualité ne passera pas parce que ça ne fait pas partie de nos mœurs. Et je suis de ceux qui se battront avec la dernière énergie pour que ça ne se passe pas. Alors, Alain Massoka, cette réponse du président vous a-t-elle satisfait? C'est une réponse politique, hein, comme le dit si bien Saint-Éloi. Elle est politique parce qu'elle est prudente, elle reste ouverte, elle n'est pas clairement figée sur une position à partir de ce moment-là. Il est difficile de pouvoir, du point de vue politique justement, avoir une lecture exacte de l'intention ou de la volonté du chef de l'État sur ce cas précis. Mais moi j'ai quand même une lecture à deux niveaux que je voudrais suggérer ici. La première lecture, c'est sur ce déploiement, je vais dire, stratégique de l'idéologie qui veut promouvoir l'homosexualité à travers le monde. Remarquons que cette question intervient, vous le disiez tout à l'heure, dans un contexte explosif au niveau politique en France. Nous savons tous que il y a une loi sur le mariage pour tous qui est actuellement en débat. En discussion à l'Assemblée nationale. Et si vous regardez d'ailleurs en termes de décryptage les tendances au niveau de l'opinion publique, je note que la quasi-totalité des médias, notamment français, sont plus ou moins, pour ne pas dire pratiquement favorables. C'est peut-être, est-ce que c'est parce que le bord politique actuellement au pouvoir appartient à la gauche? Est-ce que c'est parce que les principes idéologiques de la gauche française revendiquent un peu plus d'ouverture, un peu plus de liberté? Peut-être que c'est à ce moment-là qu'il va falloir comprendre très bien ce qui se passe. Ce que j'ai envie d'indiquer simplement, c'est que je crois qu'il faut le relever d'abord et le dénoncer en ce qui me concerne après. Cette offensive qui se déroule autour de la propagande, moi j'appelle ça la propagande de l'homosexualité, n'est-ce pas? C'est une propagande qui se déroule du point de vue idéologique à travers un ensemble d'outils qui, en fait, en réalité, viennent essayer de propager et de conforter cette question de l'homosexualité. Cette propagande se déroule notamment à travers des vecteurs tels que les médias. Vous remarquerez que les médias sont mis à contribution à outrance pour transmettre et propager le discours de l'acceptation ou de la tolérance sur cette pratique-là qui est, pour beaucoup de cultures, comme le disait Saint-Éloi, pour beaucoup de sociétés hors normes, une abomination. Cette propagande se déroule à travers des groupes de pression qui sont, comment je vais dire,
caractérisés par des personnes, des leaders d'opinion, ceux qui sont présentés comme tels, des scientifiques, des intellectuels, des hommes politiques, y compris des hommes du pouvoir économique, pour que, n'est-ce pas, cette propagande-là puisse être diffusée et que finalement on en arrive à poser le problème au cœur du débat public. Pour formater les esprits. Pour formater, il y a là donc une espèce de matraquage idéologique à travers un ensemble de vecteurs que sont notamment les médias. Au Cameroun aussi, cela vous pouvez le remarquer au niveau du Cameroun, il y a des médias, des confrères qui sont clairement favorables à cette question. Je ne veux pas les désigner ici. Moi, je vous dis à titre personnel, il y a 1 ou 2 ans, j'ai écrit une lettre ouverte contre quelqu'un qui est présenté, une avocate qui est présentée sur ce sillage au Cameroun, pour clairement la défier sur cette question, y compris sur les arguments, ou plutôt sur les secteurs où elle pensait pouvoir développer des argumentaires. Cette lettre a été diffusée abondamment sur la place médiatique. Je vais vous dire que certains médias que j'ai sollicités, je ne vais pas désigner ces médias ici, mais ils se reconnaissent, ont censuré ma lettre. Les mêmes médias, quand il s'agit de promouvoir la propagande de l'idéologie de l'homosexualité, donnent la parole à ces acteurs, accordent la propagation de leur discours et justement précisément relaie tout ce qui relève des actions qui viennent promouvoir l'homosexualité. Alors, pour chuter, je veux dire que l'homosexualité, il faut que les gens soient prudents, vigilants et assez attentifs. On essaie de faire passer cette pratique satanique dans les esprits en banalisant le débat, en utilisant la propagande médiatique à travers des médias qui sont, s'ils ne sont pas achetés idéologiquement, ils sont surtout achetés économiquement. Parce que vous savez, je ne l'ai pas dit ici, l'homosexualité comporte en elle des lobbies très puissants du point de vue économique. Je vous souviens par exemple que cette avocate avait l'espoir de percevoir une cagnotte de 200 millions de francs pour financer ses activités au Cameroun. Et elle ne l'a pas dit, mais moi je le dis de source très autorisée. Les correspondances qu'elle a adressées à l'administration territoriale en ce moment ont été interceptées par cette administration qui a refusé de lui accorder l'autorisation de fonctionner. La seule association que cette femme peut revendiquer d'être légale n'a rien à voir avec les questions d'homosexualité. Voilà. Si vous lisez très bien, je m'en souviens encore il y a 1 ou 2 semaines, l'édition de Jeune Afrique de 2 semaines la présente comme une espèce de modèle parce qu'elle aurait fait contribuer à faire libérer 2 homosexuels qui étaient quelque peu qui étaient en situation difficile avec la justice. Non, j'ai envie de dire que très honnêtement, il faut que l'opinion publique puisse être très vigilante sur cette démarche-là qui est entreprise pour amener les gens à ce formatage idéologique pour que au tard ou au terme que cette pratique-là soit banalisée et qu'elle soit acceptée. Il faut qu'on reste vigilant et qu'on se pose. Homophobe, moi je me le revendique, je suis homophobe. Alors, ouvertement, cela se sait donc désormais. Alors, Jean de Dieu a ici la question de l'homosexualité, certes, si vous voulez dire un mot là-dessus, mais une autre réponse qui a beaucoup intéressé les Camerounais, c'était sur le cas... Laissez-moi d'abord sur l'homosexualité d'abord. Nous irons le temps, donc vous... J'y vais rapidement. Pour que les téléspectateurs aient le bénéfice de notre désarroi. Permettez-moi de vous raconter précisément ce qui se passe dans le monde entier. Le malheur du noir, c'est justement, Saint-Éloi a parlé de l'Église catholique, c'est depuis le 16 juin 1452, le 208e pape de l'Église catholique romaine, appelé Nicolas V. C'est lui qui publie une bulle papale, Diversa Papum, qui dit que c'est le temps qui est arrivé pour que Alphonse V, roi du Portugal, vienne déporter les Noirs de Guinée pour les transformer en esclaves. C'est ça l'instrument juridique international qui a installé l'esclavage. Cet esclavage a duré 4 siècles, jusqu'au moment où un certain Abraham Lincoln, humaniste, viendra déclarer le 1er janvier 1863 que l'esclavage s'arrête, c'est-à-dire qu'il proclame l'émancipation des Noirs. On l'a tué 2 ans après, c'est-à-dire 1865. Quand cela passe, un ordre téméraire, Bismarck, convoque une grosse conférence en 1884 qui a duré 6 mois pour installer un autre instrument qu'on appelle colonisation. La colonisation, ils vous ont fait savoir que la colonisation est finie. Ils ont installé un autre instrument qu'on appelle
le néocolonialisme. La néocolonisation a donc deux instruments. Le premier instrument est économique et monétaire. C'est pour ça qu'au moment où vous et moi nous discutons, le compte des opérations du Cameroun se trouve dans la trésorerie française. L'Afrique centrale a 9 000 milliards dans la trésorerie française, ça ne sortira jamais. Vous comprenez? Et nous perdons 743 milliards chaque année d'intérêt parce qu'on nous applique le taux d'intérêt d'1,75% au lieu de 7%. Ça, c'est l'instrument économique et monétaire. Le deuxième instrument qui est terrible, c'est l'instrument spirituel. Il faudrait que les Camerounais et les Africains comprennent que l'homosexualité n'est rien d'autre que l'impérialisme spirituel. Il faut vous maîtriser, il faut vous tenir spirituellement. Voyez-vous, il se passe donc que Cameron David, il vous dit que un pays qui va prétendre à l'aide britannique doit préalablement dépénaliser l'homosexualité. Ban Ki-moon, qui est un instrument également de la gouvernance mondiale, la gouvernance occidentale, vous dit que l'homosexualité, il faut l'instaurer chez vous. Dans cette envergure, vous vous retrouvez donc, vous, Africains, vous n'allez jamais arriver à Paris et dire qu'il faut installer la polygamie. Devant tous ces faits, je me suis retrouvé, je vous parle de mon expérience simple, très rapidement, un homme, il travaille à l'UNESCO. Il passait pour être un ami. Il dit à moi que Jean de Dieu, vous êtes très radical, c'est vrai. Mais quand je parle là, puisque je rentre, dites aux membres de votre famille, dites également à ceux qui vous écoutent habituellement que si vous avez un enfant qui va concourir à l'ENAM, à l'ERIC, dans une organisation internationale, un examen quelconque, à l'oral, si on lui pose la question, que pensez-vous de l'homosexualité? Enseignez aux gens de répondre que je pense de l'homosexualité ce que je pense de l'hétérosexualité. Parce que dans notre société et dans toutes les sociétés aujourd'hui, quand vous vous adressez à quelqu'un, il ne vous dira pas qu'il est homosexuel, il ne vous dira pas qu'il est hétérosexuel, vous ne saurez jamais s'il est à la fois bisexuel, c'est-à-dire il est capable d'être homosexuel, capable d'être hétérosexuel. Donc, la réponse de M. Bia à Paris est une réponse de ce qu'il indique que l'homosexualité, c'est un délit avant son installation au pouvoir. C'est la chose là. Il n'a pas prononcé le terme homosexuel. Quand vous prenez, mais il vous dit, il ne faut pas désespérer. Par Krikeya, parce que les mentalités peuvent évoluer d'un sens exceptionnellement dans un sens comme dans un autre. Évidemment, tel que nous sommes partis, vous comprenez que la plupart de notre élite, elle est sous l'impérialisme spirituel. C'est-à-dire que M. Patrick Keïa, si vous êtes radical, vous serez appelés les fous du village. Comme nous, vous n'allez, on dira chaque fois que le petit Haïti ne veut pas mûrir, ne veut pas s'assagir. Et là, vous n'allez passer votre temps qu'à expliquer dans des médias. Vous comprenez? Donc, l'homosexualité est devenue malheureusement le moyen d'ascension sociale chez nous. Donc, vous voyez que l'homosexualité s'impose à nous? Il faudrait que je chute en un mot comme en mille, en disant un mot simple: l'Africain normal doit mettre en place les instruments d'un code métaphysique, d'un code éthique solide et d'un code idéologique capable de dire aux Occidentaux qui dirigent le monde aujourd'hui que tout ce qui brille, tout ce qui vous fait courir comme richesse, gloire, pouvoir, tout cela, ce n'est que de la boue. Après, me sert de vendre. Il reste très peu de temps à notre émission. On va passer la parole au professeur Messanga. Alors, la question sur Michel Thierry à Tangana, elle aussi, elle a laissé les Camerounais un peu penseurs, parce que quand le président dit qu'il a connu dans des dossiers et qu'il a été condamné pour des détournements de fonds publics, il poursuit en disant, par exemple, qu'il a fait appel, qu'il a saisi la Cour suprême, mais qu'on va attendre pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc, on pensait que c'était un aveu de ce que le chef de l'État contrôle la justice. Non, moi je pense que c'est une position d'un homme d'État qui tend à porter la preuve que si ailleurs
on ne peut pas intervenir dans les affaires judiciaires. Au Cameroun, c'est pareil. Ce sont les Occidentaux qui nous imposent l'état de droit. Et c'est quand même paradoxal qu'ils viennent négocier les décisions de justice. Et je crois que là, le président de la République a apporté une fois de plus la preuve qu'il est un homme éveillé et qu'il voit où on veut le traîner. Vous comprenez, nous avons nos lois. D'ailleurs, dans ce même élan, l'homosexualité est condamnée par l'article 344 bis de notre code pénal. Je voudrais même 47 bis, oui c'est ça, 47, merci. Et vous verrez que en réalité, c'est une pratique qui est condamnée, même dans nos coutumes. Bon, ce qui se passe, c'est un complot contre l'Afrique. Parce que je ne voudrais pas être long, il y a un complot contre l'Afrique. Bon, vous savez, avant la menace était militaire, aujourd'hui la menace est culturelle. Si vous visitez un peu notre histoire africaine, notre anthropologie, bon, nous qui sommes en laboratoire, sur 4600 langues et dialectes africains étudiés, aucun dialecte africain ne peut vous dire comment on appelle un homosexuel. Et cette étude nous a aussi apporté la preuve que tout ce que les Blancs nous ont apporté n'ont pas de nom à nos langues. Vous demandez à un Africain comment on appelle la télévision, l'avion, il ne peut pas vous dire. Même Dieu. Et on s'est rendu compte dans la même étude que sur les 4600 langues sociologiquement étudiées, tous les Africains vous donnent un nom de Dieu. Zamba, Loba, Zapé. Et même dans certaines sociétés, comme les sociétés américaines, le Bouddha appelle Dieu, d'autres disent si, d'autres... Donc vous voyez que Dieu a existé chez nous. Alors vous voyez quand certains viennent vous dire que l'homosexualité a existé en Afrique, bon, c'est une manipulation qui tend souvent à faire croire que bon, lorsque les nazis ont attaqué l'Europe, on a dit que c'était la première et deuxième guerre mondiale. Or les Africains n'avaient rien à voir avec le fascisme et le nazi européen et toutes ces guerres qu'on a mondialisées. Aujourd'hui, l'homosexualité est un crime contre l'Afrique. Pourquoi? Pour la seule raison que l'enjeu est économique. L'enjeu est économique parce que la Chine déborde et s'est fermée et aujourd'hui c'est le milliard d'habitants, 1,3 milliard. L'Afrique, 1 milliard. L'Afrique aujourd'hui c'est 1,3 milliard aujourd'hui. Et il y a la peur de l'Occident. Il y a la peur de l'Afrique. L'Occident est paniqué. Il faut nous amener, parce que lorsqu'on vous dit légaliser l'homosexualité, il y a également des dégâts collatéraux qui vont suivre. Après la légalisation de l'homosexualité, vous allez avoir la reconnaissance d'enfants. Après la reconnaissance d'enfants, vous aurez le mariage entre personnes de même sexe. Donc vous comprenez que c'est une stratégie. En réalité, ces personnes qui mordent l'oreiller, les têtes d'oreiller, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Parce que l'image des homosexuels, c'est ces gens qui mordent les têtes d'oreiller qu'on veut imposer à tout le monde. Et ont le courage quand même de dire que ce n'est pas acceptable. Moi, j'irai même plus loin. Et le président Paul Biya, en homme d'expérience, c'est que, je vous assure, le chef de l'État camerounais qui légalisera l'homosexualité organisera sa chute. Et ça, je vous dis, hein, ça, ne rêvez pas un seul instant là-dessus. Je vous dis, le lendemain, ce chef d'État perd son pouvoir à l'image de la place Tarit. Bon, nous sommes donc dans une logique où, si en Europe de grâce, la polygénie n'est pas reconnue, ce qu'on appelle la polygamie, hein, de grâce que nos amis aussi comprennent que chez nous, lorsque un homme, un barracuda, parce qu'il faut aussi faire des images pour ceux qui nous regardent, non seulement c'est sale, c'est sauvage, mais dans notre anthropologie, c'est sorcier. C'est pourquoi je suis venu dans la dimension anthropologique et j'ai interpellé la sémantique. Demandez à chacun de nous comment on appelle un homosexuel dans sa langue. Du moins, les résultats des chercheurs qui nous reviennent tendent à dire qu'on vous dit, c'est quelqu'un qu'on a gâté. Alors, imaginez dans notre État avoir des ministres cachés homosexuels, des hommes politiques homosexuels, des DG. Quel espoir, comment pouvez-vous voir le Cameroun se construire? Voilà pourquoi je reviens sur cette visite d'État. Vous verrez que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que le président de la République, je vous ai en parlant de la politique, linkage politique, mais qu'il vienne parce que nous avons besoin d'une nouvelle classe politique. Nous avons besoin aujourd'hui, on ne peut pas parler d'émergence dans un pays comme celui-ci s'il n'y a pas une transformation humaine. Je chute avec une seule proposition. Vous savez, le Cameroun ne peut pas se transformer sans ressources humaines.
Parce que dans la ressource humaine, vous avez les hommes, et à côté, vous avez des partis, parce qu'il nous faut au Cameroun un grand parti politique. Et c'est mon intention et mon ambition pour le RDPC, qui pourra transformer idéologiquement et responsabiliser les cadres. Et puis, à côté du parti politique, il nous faudra des Camerounais compétents, des Camerounais sérieux pour conduire les affaires, parce que en réalité, lorsque vous voyez notre bureaucratie, lorsque vous voyez l'université, lorsque vous voyez divers secteurs, franchement, vous sentez que le Cameroun est en train de fléchir. Et il faut faire très attention, parce qu'on veut nous distraire avec ce débat sur l'homosexualité. Le vrai problème est que les Camerounais ont faim. Beaucoup, après ces émissions, n'ont pas 100 francs dans la poche. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils vont manger. Les Camerounais vivent mal. Voilà le vrai problème. Alors nous attendons le président, surtout nous, biaistes et RDPC, comme Bidon et quelques-uns. Voilà. Ce que nous souhaitons, c'est que le président nous prépare, nous mette actuellement pour son projet de grande organisation des hommes nouveaux. Parce que beaucoup parmi ceux qui sont là ne tiennent plus et ne peuvent plus rien lui apporter. Voilà. On va s'arrêter là très rapidement. On va suivre ce que pense l'homme de la rue de la question de l'homosexualité. On a baladé un peu notre micro. Marie-Pascaline Gonkam et Denis Amougou sont allés chercher. Suivez plutôt ce Vox Pop. Je suis convaincu que ça va arriver au Cameroun. Déjà, vous savez, quand on parlait de ces problèmes de homosexualité, le président a dit qu'on ne doit pas subir la vie privée des gens. C'est pas moi qui vous l'apprends. Donc je reste convaincu que lui-même est convaincu que ça arrivera d'un mois à l'autre Cameroun. Seulement, il a essayé de nuancer en disant qu'on condamne ça au Cameroun. Là, je crois que c'est un phénomène qu'on doit condamner avec la dernière énergie. On ne jamais accepter que ça arrive chez nous. Avec de si belles femmes qu'il y a au Cameroun, c'est parce qu'on cherche. Mais je pense que les Camerounais, le législateur camerounais doit sévir avec la dernière énergie. Parce qu'on ne doit pas commencer à nous préparer nos mentalités. Parce qu'il y a un débat aujourd'hui en France, on parle d'homosexualité, les gens défilent, machin, on nous prépare aussi à cela. Non. Je pense que vraiment, on n'a pas besoin d'être clerc, religieux, prêtre pour condamner ça avec la dernière énergie. Chez nous en islam, l'homosexualité, ça n'existe même pas. Parce qu'en islam, tout ce que tu vois que Dieu a condamné, c'est que c'est très bon pour nous, les hommes. Si on insiste vraiment, il y aura une conséquence néfaste que nous-mêmes, on ne pouvait même pas. Parce que la colère de Dieu, là, que tu vois quand ça tombe sur les gens, là, ce n'est pas facile. On ne peut même pas résoudre. C'est-à-dire que si Dieu défend quelque chose, il faut qu'on accepte. Lui, c'est pourquoi il a défendu ça. Si vraiment un homme et un homme doivent se croiser, mon frère, et les femmes vont faire comment? Que jeune Camerounais, cette réponse n'a pas plu. Parce que la réponse apparaît comme un piège. Un piège qui, à la longue, on ne sera pas surpris. Qu'on nous dise que le Cameroun a accepté cette pratique diabolique. Franchement, nous sommes très touchés. Ce n'est pas un avenir meilleur pour nous, les jeunes Camerounais. Il faut qu'on réfléchisse beaucoup. Et qu'on prie le bon Dieu pour qu'il nous enlève de ce piège qui nous guette. Parce qu'à mon avis, c'est une réponse juste qu'il a vraiment accepté ça. Parce que quand on parle de mentalités qui ont changé, on sait que l'homme politique ne dit jamais oui. Mais il tient un petit discours pour dire oui, sans toutefois le dire. Nous ne sommes plus naïfs, nous sommes éveillés. On comprend qu'il a dit oui à ça. S'il faudrait que les avis changent ou que les mentalités changent dans le futur, comme le président l'a dit, il faudrait plutôt qu'on donne la peine de mort à ceux qui vont pratiquer l'homosexualité. Parce que pour nous les Africains, c'est plus